D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu étudier à Louvain-la-Neuve. À 17 ans, je ne savais pas encore vraiment ce que je voulais faire comme étude, mais je savais une chose. C'était dans cette ville que je voulais passer les 5 prochaines années de ma vie. Ma grande sœur, mes 2 grands frères, tout s'était passé par là avant moi. Pendant toute mon adolescence, bloquée avec mes parents à la maison, je les voyais tous revenir chaque week-end avec leurs valises remplies de linge sale. Je les écoutais me raconter leur histoire de soirée, leur histoire de guindaille. Pendant qu'ils étaient en blocus, je passais mon temps à leur apporter de l'eau ou du café. Et je papotais avec eux pendant leur pause et surtout, je les ennuyais énormément. Mon premier jour à Louvain-la-Neuve, en septembre 2015, sonnait le début de ma nouvelle vie. Le début de la vie dont je rêvais depuis des années. Louvain-la-Neuve. Une fiction audio en 6 épisodes, produite par Lucé Louvain et réalisée par Louis Escoufflet. Épisode 2. Tu me fais chanter. Pour ma première année, j'ai pris un code dans le quartier des Bruyères, près du centre-ville, avec mes 2 meilleures potes, Jeanne et Nina. Puisque je n'habite pas trop loin de Louvain-la-Neuve, j'ai dû passer des mois à convaincre mes parents pour pouvoir vivre en cote avec elles. Mais après tout, mes frères et sœurs, eux, ont eu droit à un cote. Alors il n'y a pas de raison que moi je puisse pas en avoir un. Avec Jeanne et Nina, on se connaît depuis le début des années secondaires. On vient toutes les 3 du collège Sainte-Gertrude à Nivelles. Beaucoup de mes amis de réseau sont venus à Louvain-la-Neuve eux aussi. La plupart ont choisi de faire des études de droit, d'économie ou d'ingénieur civil. Moi, j'ai fini par décider de me lancer dans un bachelier en psychologie. Ce choix, il n'a pas été très facile, mais je suis certaine que c'est le bon. Déjà, je sais que j'ai pas trop envie de faire comme tout le monde. Mes frères et sœurs se sont déjà engagés dans les parcours d'avocat et dans le marketing, et j'avoue que j'ai pas trop envie de les copier. Et puis, c'est bête, mais le métier de psy, ou plutôt les clichés du métier de psy, ça me séduit quand même pas mal. Écouter les patients me raconter leur histoire, leur haut, leur bas, moi ça j'adore, vraiment. C'est ce que je fais déjà les 3/4 du temps, avec mes copines, alors pourquoi pas le faire en étant rémunérée ? Les cours commencent, et ils me passionnent énormément. Je rencontre plein de gens qui me ressemblent et qui partagent les mêmes préoccupations. Il y a une chose qui me rassure. Personne n'a l'air trop vraiment savoir en quoi ça consiste en fait la psychologie. À part certains étudiants et étudiantes qui veulent devenir logopèdes ou psychologues pour enfants, on a tous l'impression qu'on finira sur un fauteuil à prendre des notes en écoutant nos patients parler pendant des heures. Mais ce qui occupe la plupart de mon esprit, lors de ces premiers jours à Louvain-la-Neuve, c'est pas vraiment mes nouvelles études, non. C'est quelque chose de beaucoup plus intimidant. Le baptême. Tout le monde autour de moi en parle. Moi, ça fait des années que mes grands frères et mes grandes sœurs me racontent toutes les épreuves qu'ils ont surmontées pour être baptisés. Donc, je sais un peu à quoi m'attendre. Mes cocoteuses, Jeanne et Nina, veulent aussi faire leur baptême. On ne sait pas trop encore dans quel cercle étudiant on veut s'inscrire. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va le faire ensemble. Un jour, au beau milieu du cours d'introduction à la psychologie, un groupe d'étudiants plus âgés rentre dans l'auditoire en criant. Le professeur a l'air au courant. Ils sont tous vêtus de tablards. C'est des tabliers blancs, tout sales, que seuls les étudiants baptisés ont le droit de porter. La présidente du cercle nous invite à venir assister au barbecue du cercle de psychologie qui a lieu ce soir. En plein milieu du cours, ils commencent à offrir des bières à certains étudiants de première année et ils affonnent même une bière avec le professeur qui joue le jeu à fond. C'est vraiment trop cool. Je trouve en fait cette ambiance géniale. Je meurs d'impatience de porter moi aussi un tablard, pour être comme eux. Mais en même temps, en y pensant, je stresse à mort et je sais déjà à quel point le baptême va être difficile. Ce soir-là, je sors en ville avec mes amis. J'ai décidé de ne pas faire mon baptême au cercle de psychologie. Le choix n'a pas été facile, mais j'accompagne Jeanne et Nina au barbecue d'accueil d'un autre cercle, un peu plus grand. C'est celui où est baptisé mon grand frère Anthony. Il m'a toujours dit qu'il adorerait me voir faire mon baptême là-bas. Il est en fin d'études et il participe à la gestion du bar dans le cercle. Il m'a promis qu'il me protégerait pendant les activités les plus difficiles. Ça me rassure un peu, j'avoue. Pendant la soirée, je rencontre plein de gens qui font plein d'études différentes. Ils m'offrent des bières, je les affone avec eux, je rigole, on m'offre encore plein d'autres bières. Je me suis rarement autant marrée à la fois avec mes copines et avec des personnes que je viens à peine de rencontrer. La soirée continue jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à ce que... Je me réveille. Le lendemain matin, il est 13h, avec une énorme gueule de bois et très peu de souvenirs. Nina entre dans ma chambre et me raconte la soirée de la veille pour m'aider à me remémorer. Je commence à me rappeler quelques bribes. Je sais que j'ai mangé la moitié d'un pain saucisse
J'ai affonné des bières avec plein de comitards différents du cercle, j'ai signé pour le baptême, et puis j'ai fêté ça en affonnant encore plein d'autres bières. Nina me raconte que j'étais tellement bourrée à 1h du matin que 2 membres du cercle ont même dû me porter jusqu'à mon lit. J'ai vraiment trop la honte. Mais j'en rigole quand même. Je sens que mon cours de 14h va être très difficile à suivre. Le lendemain, le baptême commence fort. Le premier soir, les bleus et les bleuettes, moi y compris, sont mis aux enchères. On doit se faire acheter par des membres déjà baptisés, en échange d'un certain nombre de bières. Vu que je suis la sœur d'un délégué bar, tout le monde enchérit sur moi. Je finis par être achetée pour 55 bières par 2 filles très sympas qui deviennent mes marraines. Elles font la fête avec moi toute la soirée et elles me présentent à leurs potes. À la fin, elles finissent par me donner un nom de baptême. À présent, je serai la bleuette Nympho. Vu que je suis la seule bleuette en psycho et que le proverbe dit psycho-nympho, ça n'a pas trop été difficile à trouver. Et c'est aussi très ironique parce que, en fait, j'ai encore jamais eu de copain. Pendant tout le baptême, mes marraines me soutiennent. Elles m'apprennent toutes les chansons de guindaille que les baptisés connaissent et qu'on va devoir chanter tout au long du baptême. Pendant 3 semaines, les activités se succèdent. Je passe des heures en gueulantaire. C'est une sorte de position très inconfortable et humiliante réservée aux bleus. Je découvre le goût et l'odeur d'une tonne de plats que je ne pensais pas goûter un jour. La pâté pour chat, les cubes de bouillon cru et le pire, le mélange choucroute café. Tout le temps, sans arrêt, on se fait gueuler dessus. On se fait rabaisser, on se fait insulter sans jamais avoir le droit de répondre. Heureusement, mon frère, Anthony, il me soutient à fond, dans l'ombre, à toutes les activités, comme promis. Et tout ça, c'est qu'un jeu. C'est ce qu'il me glisse à chaque fois à l'oreille quand je suis en gueulantaire et que je suis à moitié en larmes, à 2 doigts de m'enfuir en courant. Tu verras, l'année prochaine, tu trouveras ça marrant. Le plus dur, ce ne sont pas les activités physiques ni le nombre d'affons qu'on doit réaliser avant la fin du baptême. Non, ce qui est vraiment compliqué, c'est le mental. Toutes les insultes et les humiliations qu'on me crie à l'oreille viennent me toucher en plein cœur. Tu vas jamais y arriver. Ça va chier, bleuette. Je vais te briser, j'en fais une affaire personnelle. Tu t'es cru bonne avec ta salopette de grosse pute ? Même si je dois garder en tête que ça fait partie du jeu, c'est toujours difficile de mettre de la distance. Heureusement, il y a mes co-bleus, ceux et celles qui ont commencé le baptême en même temps que moi. Jeanne, elle est toujours là, à mes côtés. Nina, elle a arrêté après quelques jours seulement. C'est pas trop son genre en fait de manger de l'ail cru en se faisant traiter de conne, alors elle a abandonné. On est encore une trentaine, après 2 semaines. Et je les connais déjà presque tous super bien. On se serre les coudes jusqu'au bout, dans chaque moment, dans les plus drôles comme dans les plus difficiles. C'est dingue de voir à quel point on est devenu si proche en si peu de temps. Finalement, après 3 semaines, j'arrive au bout. Je suis officiellement baptisée, wouhou! Et je crois bien que, en fait, j'ai jamais été aussi fière de moi. Ça peut paraître débile, mais j'ai envie de le crier sur tous les toits. Mon frère, il était là pour la dernière cérémonie du baptême, à 5h du matin. Sur la photo de moi qu'il a prise, on peut voir à quel point j'étais crevée. En même temps, après avoir enchaîné pendant 3 semaines les cours la journée et les activités de baptême le soir, c'est normal que je le sois fatiguée. Maintenant, je peux enfin me consacrer plus pleinement à mes cours. Et en particulier à mes travaux pratiques de statistiques, qui deviennent de plus en plus compliqués de semaine en semaine. Mes parents me comprennent, eux aussi ont été baptisés dans leur jeunesse. Mais bon, ils me répètent chaque week-end que « tu es avant tout là pour étudier, hein, jeune fille ». En même temps, depuis que je suis baptisée, c'est difficile de m'arrêter de guindailler. Avec mes co-bleus, on sort plusieurs fois par semaine pour exhiber nos tout nouveaux tablards. J'adore faire la teuf à Louvain-la-Neuve. Il y a une sorte d'insouciance chez tous les étudiants. On s'en fout de notre apparence et on s'en fout de notre comportement. Allumez de la musique, donnez-moi de la bière, des copines et c'est parti. C'est vraiment dans ces instants que je suis la plus heureuse. Je danse comme une folle, je discute avec tout le monde et tout me paraît sans importance. Si un mec me plaît, je me surprends à le draguer et à agir sans conséquence. Moi qui ai toujours été un peu prude, l'alcool et l'ambiance m'aident à oublier mes complexes. J'adore cette libération. Tout le monde emballe tout le monde sans se poser de questions.
Ça change de l'ambiance du collège où un simple rapprochement entre deux personnes faisait circuler une tonne de ragots dans toute l'école. Ouais, j'ai pécho hier soir et alors ? Je lui plaisais, il me plaisait, et voilà. C'est une libération pour moi de voir que la sexualité n'est pas un sujet tabou. J'apprends plein de choses qu'on ne m'avait jamais dites avant et on s'échange des conseils entre potes. J'ai demandé à Jacques Marquet, professeur de sociologie au Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et les sexualités, pourquoi la sexualité est un sujet moins tabou à Louvain-la-Neuve. Il a réalisé plusieurs enquêtes sur la vie affective et sexuelle des étudiants de la ville. Je pense qu'on peut dire que la vie universitaire, la vie estudiantine universitaire est un microcosme. Et donc, on peut certainement avoir l'impression qu'il y a une forme d'ouverture à la sexualité qui est plus grande. Ça renvoie en fait essentiellement à deux éléments, je dirais deux éléments qui peuvent être déterminants par rapport à cela. Le premier élément, c'est un effet de composition. C'est-à-dire que notre société aujourd'hui, le large pan de la société occidentale, considère aujourd'hui qu'on peut faire son entrée dans la vie amoureuse, affective, sexuelle, par essai et erreur. Et quand vous prenez le monde estudiantin, vous avez finalement là rassemblé des centaines, des milliers de personnes qui justement sont dans cette phase de la vie où on considère comme légitime qu'ils expérimentent, ces questions. Et ça, donc il y a un effet de composition tout à fait particulier. Donc il y a le fait d'avoir cette génération qui finalement qui est dans cette phase où l'expérimentation est autorisée, qui explique en partie cela. Exactement comme vous pourriez l'avoir si vous aviez un espace Club Med qui serait réservé aux célibataires de moins de 25 ans. Vous allez avoir exactement le même type de comportement qui va s'y trouver de façon légitime et donc une plus grande ouverture à la sexualité, si vous voulez. Et le deuxième élément qui est que quand vous êtes face à un milieu estudiantin, vous avez aussi finalement un moindre contrôle social. Parce qu'aujourd'hui, on considère bien que, et ça, nombre de travaux de sociologues en France, notamment Michel Bozon, a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Il montre bien qu'on est passé aujourd'hui à une socialisation plutôt horizontale en matière de sexualité. Ça veut dire que ce sont surtout les pairs, P-A-I-R-S, qui ont de l'importance en matière de sexualité. C'est avec eux qu'on échange, c'est avec eux qu'on se questionne sur sa sexualité, sur sa vie amoureuse. Et donc, les pairs gagnent en importance. Les parents, l'importance décroît de façon, relative. Et donc, par rapport à cette socialisation-là, ça veut dire que dans un site comme Louvain-la-Neuve, finalement, pour tout ce qui concerne la sociabilité, ce sont les normes de la sociabilité juvénile qui finalement donnent le ton. Mais n'empêche qu'il y a quand même encore des formes de contrôle social. Si vous êtes dans un espace, le petit village, la petite ville, le quartier, il y a une grande interconnaissance, plus grande interconnaissance, et il y a toujours une forme de contrôle social. Sans doute un contrôle social plus soft qu'il y a 50 ans, mais quand même un certain type de contrôle social autour, par exemple, ne pas rentrer trop tard, regarde quand même comment tu t'habilles, veille à ne pas boire trop. Et ce contrôle-là, contrôle vertical, il est très très faible sur Louvain-la-Neuve, où finalement ce sont des jeunes qui se retrouvent entre eux, et c'est donc ces normes-là plutôt qui prévalent. Jacques Marquet accepte de me donner quelques résultats de son étude. Un des éléments qui était aussi très très important, c'était l'extrême hétérogénéité du public étudiant. Parce qu'on a parfois l'impression que Louvain-la-Neuve, c'est un microcosme favorable à une certaine sexualité un peu plus libre. Et puis, en fait, les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Pour dire les choses de façon simple, par exemple, si on prend la totalité des étudiants qui avaient répondu à cette enquête, on avait grosso modo deux étudiants sur 10 qui n'avaient encore jamais eu de rapport sexuel, 3 sur 10 qui étaient ou avaient eu un seul partenaire,
Et donc, fatalement, juste 5 sur 10 qui avaient déjà au moins, on dirait qu'on était au moins un deuxième partenaire. Donc, ça montre que, alors que l'enquête avait été réalisée au deuxième quadrimestre, bien sûr, il y a des étudiants, parmi les répondants, il y en a beaucoup qui sont en deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, je dirais, sur le site. Donc, ça montre qu'il y a une grande hétérogénéité. Et on avait, je dirais, des personnes, effectivement, qui disaient qu'ils n'avaient pas encore démarré réellement leur vie amoureuse et sexuelle, qui reportaient à plus tard, éventuellement. Et d'un autre côté, on avait effectivement des personnes qui avaient déjà eu je dirais, plusieurs partenaires, etc. On a fait des analyses par secteur, donc les 3 grands secteurs, sciences de la santé, sciences et technologies et sciences humaines. Et là, on a observé effectivement qu'il y avait, pour prendre un exemple, je dirais très, très simple à appréhender, celui de l'initiation sexuelle par exemple, on s'est rendu compte que les étudiants et étudiantes qui étaient dans les filières où la place des disciplines dites réputées complexes, déjà dans le primaire ou le secondaire même déjà, celle où il y a une dimension abstraction qui est très importante, les mathématiques, la physique par exemple. Les étudiants et étudiantes qui sont dans ces filières-là ont une initiation sexuelle plus tardive. Et ça renvoie à des choses qu'on connaît assez bien pour tout ce qui est sur les études secondaires, mais qui n'avaient jamais été examinées au niveau des études supérieures. Donc c'est intéressant de voir d'une certaine manière, si vous voulez, il y a comme une prolongation de ce qu'on observait déjà dans le secondaire qui se passe au niveau universitaire. C'est-à-dire qu'on sait que, si vous voulez, qu'il y a comme une priorité qui est accordée à la réussite scolaire des étudiants qui sont dans ces filières-là, et les attentes sociales des parents et le contrôle social qui va avec sont souvent très très élevés. Ces étudiants ont souvent intégré une norme de travail très important et donc ces éléments-là expliquent qu'il y a une telle priorisation des réussites scolaires, si vous voulez, académiques, qui fait que la vie amoureuse et sexuelle est un peu mise en retrait. On avait eu des témoignages, parce qu'il y avait aussi des questions ouvertes dans cette enquête, et on avait des étudiants qui étaient essentiellement en sciences et technologies ou en médecine, et qui disaient « mais est-ce que vous pensez vraiment, avec les études que je mène, que je peux avoir une vie amoureuse et sexuelle ?» Et allant jusque-là, et avec, je dirais, 2 réactions, on pourrait dire opposées, mais réellement en prenant en compte cette même difficulté finalement d'investir dans une relation, certains nous disant « moi je remets la recherche d'une vie amoureuse, affective après mes études », et d'autres disant « moi je privilégie les relations d'un soir parce que je ne veux pas m'investir, parce que je ne saurais pas m'investir dans une relation longue ». Donc on voit bien que ce n'est pas uniquement l'initiation à la vie sexuelle où on observe des différences, ça a des conséquences aussi éventuellement sur le type de relations dans lesquelles les uns et les autres vont s'inscrire. J'ai expliqué à Jacques Marquet qu'à Louvain-la-Neuve, j'ai l'impression que les filles qui ont plusieurs partenaires sexuels sont souvent stigmatisées, au contraire des garçons. C'est-à-dire que cette question de traiter de salope une fille dès le moment où elle a eu 3 ou 4 partenaires renvoie à nouveau une notion qui est, je dirais, très très importante en sociologie de la sexualité, qui est ce qu'on appelle le double standard des sexes, et qui veut dire tout simplement que pour un même comportement, les attentes sociales ne sont pas du tout les mêmes pour les garçons et pour les filles, et que les jugements vont être différents pour les garçons et pour les filles. Et effectivement, tant le garçon peut être glorifié parce qu'il a eu au moins X partenaires, la fille, il y a intérêt à ce que ce X ne soit pas un nombre trop élevé, sans quoi effectivement elle risque d'être traitée, je dirais, de salope par exemple. Et alors, ces modèles-là, ils sont intériorisés, internalisés par les hommes et par les femmes. On dirait, il n'y a pas très très longtemps, avec une étudiante, je dirais que j'encadrais, elle avait fait une recherche notamment sur cette stigmatisation des filles qui avaient plusieurs partenaires, et ce qu'elle a très très bien montré, c'était que notamment cette forme de contrôle finalement de la sexualité des femmes opère très bien entre femmes. Donc c'est-à-dire qu'elles-mêmes, entre filles, aujourd'hui elles se reconnaissent le droit d'avoir plusieurs partenaires, l'un ou l'autre, mais très vite ce nombre, dès qu'on arrive à 3 ou à 5, là on commence à trouver que ça fait beaucoup. Donc ça veut dire, oui, on n'est plus dans le modèle de la fille qui doit arriver vierge au mariage. D'ailleurs, aujourd'hui, une part importante de notre population ne choisit pas le mariage et choisit d'autres modes de cohabitation. Mais
N'empêche que ça ne veut pas dire que ce nombre peut être, je dirais, extrêmement élevé. Hein. Alors que, je dirais, chez les garçons, on n'a pas cette même forme de pression. Au contraire, les garçons, ils ont plutôt tendance à mettre la pression aux autres garçons pour qu'ils fassent comme eux et à stigmatiser ceux qui n'auraient pas de relation ou ceux qui en auraient vraiment, qui auraient difficile à les nouer, quoi, hein, quelque part. Donc on voit bien que ce double standard des sexes reste très important, malgré qu'il y a tout ce travail, de la part de certains, pour avoir une certaine égalité entre les hommes et les femmes et une reconnaissance de cette égalité, mais malgré tout, il reste des différences importantes. Le blocus de Noël arrive à toute vitesse. Bon, ok, on continue quand même encore un peu à sortir de temps en temps, mais de moins en moins quand même. Quand les examens tombent, j'ai réussi tout sans problème. Mes parents sont ravis et moi aussi. C'était dur, mais plus facile que le baptême quand même. Le deuxième quadrimestre passe super vite. Mes cours me plaisent toujours autant. Je m'amuse comme une folle en soirée et avec les gens du cercle, même les plus vieux. Ceux qui m'avaient humiliée pendant 3 semaines sont devenus pour certains mes meilleurs potes. Les examens de juin arrivent à leur tour et je les réussis une nouvelle fois sans problème. Jeanne, elle a eu un peu plus de mal. Elle devra repasser 8 examens au mois d'août. Elle sort moins que moi, mais elle a plus de mal à intégrer beaucoup de matières en peu de temps. J'espère qu'elle arrivera à passer son année. Juste avant les vacances d'été, il y a le bal des busées, la dernière soirée de l'année. J'ai trop hâte de retrouver tous mes potes, même si au final, l'immense marée humaine nous sépare assez rapidement. Ce soir-là, par hasard, je rencontre un garçon trop sympa. Il s'appelle Gabriel et on vibe trop bien ensemble. La soirée passe beaucoup trop vite et on finit par s'embrasser. Oh, j'avoue, j'essaie de me dire que c'est une autre histoire un peu sans importance, mais d'un autre côté, j'ai tellement eu un chouette feeling avec lui que mon cœur s'est emballé un peu trop vite. Allez, YOLO, on verra bien. On termine notre soirée, je retrouve mes potes et lui les siens. On finit par se perdre de vue. Bah, ça restera un truc sans importance, hein, du coup. Les vacances arrivent et je pars en voyage pendant 1 semaine avec mes copines du collège. Je fais 2 semaines de job étudiant, puis je passe 1 mois chez mes parents. Ils sont contents quand même de me retrouver. Mais moi, je pense qu'à une chose, retourner à Louvain-la-Neuve pour voir mes potes et faire la teuf. Si seulement papa et maman savaient que je considérais les week-ends et les retours à la maison comme des cures de santé obligatoires. C'est un peu comme des petits moments de repos avant de retourner à la vraie vie, à ma vie étudiante. Mes vacances passent finalement bien vite et elles sont ponctuées par des messages de Gabriel, mon bel inconnu rencontré au bal des busées. En fait, il m'a ajouté dès le lendemain sur Facebook. Il m'a retrouvée tel un vrai stalker, je vous jure. J'adore les conversations qu'on s'échange pendant des semaines, même si au final on ne se voit pas en vrai. J'ai hâte que la rentrée arrive. Je suis excitée de le revoir. Et en même temps, j'ai peur de le rencontrer en journée, sans l'ivresse de la fête. J'espère que le bon feeling qu'on a eu à 2 dans nos conversations à distance sera la même en réalité. Septembre 2016, me revoilà dans mon cote. Enfin! J'ai trop hâte de rencontrer mes profs, de découvrir mes nouveaux cours et surtout, de revoir mes potes du cercle. L'année va commencer fort. Cette fois, ce sera à moi et à mes potes de baptiser les nouveaux arrivants. Je meurs d'envie de découvrir l'envers du décor. La première activité du baptême commence dans 2 jours et en attendant, on doit motiver les étudiants de première année à venir s'inscrire. Pour moi, c'est pas très difficile de les convaincre. De mon baptême, je n'ai plus que des bons souvenirs et je kiffe vraiment ma vie de membre du cercle. J'ai vraiment le sentiment que c'est important que d'autres personnes que moi puissent découvrir tout ça. J'en suis convaincue. Ma vie étudiante serait certainement beaucoup moins trépidante si je n'avais pas eu l'occasion de faire mon baptême. Le baptême recommence. Les premiers gueules en terre, les premiers à fond, les premiers jeux traditionnels se succèdent. Je rigole énormément avec les autres membres du cercle que j'ai baptisé et aussi avec mon frère. C'est génial d'être impliqué là-dedans avec lui. Il m'explique tout ce que je peux faire et aussi tout ce que je peux pas faire. On dirait pas comme ça, mais le baptême à Louvain-la-Neuve, c'est quand même très réglementé. Il y a déjà eu des dérives dans le passé et l'université ne tolère plus les abus qui peuvent survenir au cours des activités du baptême. On se marre beaucoup
quand on est de l'autre côté, quand on fait partie de ceux qui baptisent les nouveaux bleus et bleuettes. Les quelques bières qu'on boit entre potes pendant les actis nous aident à nous mettre un peu dans l'ambiance. Les bleus ne peuvent pas nous regarder dans les yeux. Ils doivent apprendre par cœur nos surnoms de baptême et ils doivent nous respecter. S'ils répondent à nos blagues, ils se font démonter encore plus. Avec mes copines, on se moque gentiment des bleus et on leur pose des questions un peu gênantes pour se marrer. Le soir, on leur paye des bières et on discute avec eux. Puis le lendemain, on reprend nos rôles et nos visages sévères et on se fout de leur gueule. Oui, c'est vrai, ils en chient énormément. Mais bon, moi aussi je suis passée par là, alors pourquoi pas eux ? Au même moment, dans mon cours de psychologie sociale, le prof nous parle de l'expérience de Stanford. Dans les années 70, un chercheur américain a enfermé 24 étudiants dans une fausse prison pendant 2 semaines. Une moitié des étudiants jouaient le rôle des gardiens et l'autre moitié celui des prisonniers. Tous étaient totalement consentants, évidemment, et ils étaient même rémunérés. Pendant l'expérience, les prisonniers devaient obéir à tout ce que les gardiens leur demandaient de faire. Ils devaient supporter les insultes et les comportements humiliants de certains gardiens qui s'étaient un peu trop pris au jeu. Le problème, c'est que l'expérience de la prison de Stanford a très rapidement dégénéré. Après seulement 6 jours, ils ont dû tout arrêter, tellement les gardiens avaient abusé de leur pouvoir. Ils avaient vraiment exagéré. Les 12 étudiants gardiens étaient devenus beaucoup trop sadiques et ceux qui jouaient le rôle des prisonniers commençaient à devenir cinglés et à perdre tout leur libre arbitre. Au fur et à mesure du baptême, cette histoire que j'ai vue en cours fait de plus en plus écho en moi. Quand on reçoit ce rôle, cette étiquette de membre d'un cercle, c'est tellement facile en fait d'oublier ses valeurs, de se sentir un peu supérieur aux bleus et aux bleuettes. J'entends la voix de mon frère dans ma tête. C'est qu'un jeu, Mathilde, c'est pour rire tout ça. Je me dis qu'il doit avoir raison peut-être au fond. Et puis, j'ai pas envie de perdre ma place dans le comité du cercle, moi. Je vais voir Stéphanie Demoulin, professeure de psychologie sociale à l'UC Louvain, pour lui demander comment ces dynamiques de domination entre baptisés et bleus peuvent avoir lieu sur un campus universitaire comme celui de Louvain-la-Neuve. Je pense qu'en tout cas, pour toutes les personnes qui vont dire ben non, en fait c'est vraiment très très positif, il y a pas trop de problèmes, il doit y avoir un phénomène de réduction de dissonance qui se met en place. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand j'ai 2 choses dans ma tête qui sont en discordance, en dissonance comme on appelle ça, eh bien je vais essayer de réduire cette dissonance parce qu'elle me met mal à l'aise. Donc si je me dis mais j'ai participé à cette activité, mais en même temps, cette activité est une activité qui est problématique parce qu'elle impose des comportements dégradants ou des comportements humiliants aux personnes. Eh bien, ce sont 2 choses qui sont en dissonance parce que quelque part, je l'ai fait et j'ai une image quand même négative de cette chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Puisque cette dissonance va créer un mal-être chez moi, je vais essayer de réduire la dissonance. Et la manière de réduire la dissonance, c'est en réduisant la négativité, en se disant, ben non, finalement, c'est pas si grave que ça. Finalement, il y a quand même énormément de points positifs qui sont liés à cette activité, etc. Donc, c'est une façon de restaurer un sentiment de bien-être qui était mise à mal par la prise de conscience qu'on fait des choses ou qu'on a fait des choses et qu'en même temps ces choses ne correspondent pas nécessairement à nos valeurs. Donc il y a ce phénomène de réduction de dissonance qui peut expliquer qu'on reste avec cette image positive et qu'on la fait même perdurer. Et puis moi, ça m'a toujours fait penser aussi à un autre phénomène qu'on appelle le phénomène de la reine des abeilles, qui est un phénomène qui est très étudié dans les questions de genre, où on connaît le plafond de verre, hein, le fait que les femmes ont du mal à monter dans les positions hiérarchiques supérieures. Et il y a ce phénomène annexe au plafond de verre qui est le phénomène de la reine des abeilles, dans lequel les femmes qui ont réussi à briser le plafond de verre et à rentrer dans les positions hiérarchiques supérieures, souvent ce sont des femmes qui ont dû mettre pas mal de choses de côté pour y arriver. On dit communément, elles en ont bavé. Et une fois qu'elles sont arrivées là-haut, plutôt que d'aider les autres femmes à monter dans la hiérarchie, en fait, elles se disent, moi j'en ai bavé, pourquoi est-ce qu'elles auraient le droit de monter aussi vite, aussi facilement ? Et donc, c'est vrai que ces baptêmes m'ont toujours un peu fait penser à ce phénomène-là, le fait de se dire, moi j'ai dû passer par toutes ces choses et toutes ces difficultés, je ne vais pas, pour ceux qui viennent après, je ne vais pas leur faciliter la chose, parce que si moi j'ai dû y passer, il faut qu'ils y passent aussi. Donc, avec ce type de phénomène qui peut se mettre en place également
pour les personnes qui deviennent comitards en fait après. Au-delà de ça, il y a vraiment cette idée de je rentre dans un rôle et ce rôle me permet en fait de faire des actes, de commettre des actes que je ne ferais pas quand je suis dans un autre rôle. Mais cette idée de j'applique les comportements qui sont associés au rôle se fait de façon tout à fait naturelle dans d'autres conditions de la vie normale. Si je vous mets en position de pouvoir, vous n'allez pas agir. Vos comportements seront simplement différents que si vous êtes dans une position de subordonné dans un environnement donné. Donc c'est vrai que la place qu'on occupe dans un système, dans un environnement social, modifie sensiblement nos comportements. Alors, ça, c'est une chose. Maintenant, de là à dire ça modifie mes comportements de manière suffisamment forte que j'en viens à faire des choses qui sont dégradantes et humiliantes, on est encore un pas un petit peu plus loin. Je pense qu'il y a différentes choses qui participent, qui peuvent expliquer le fait qu'on en vient à commettre ces actes. Et on en vient aussi à ne pas réagir aux actes des autres. Un des premiers phénomènes, c'est la pression de groupe. C'est le fait que quand on est en groupe, on peut subir la pression et avoir l'impression qu'en fait, ce sont les attentes du groupe. Donc vous avez parfois des personnes qui mettent en place des comportements, pas parce qu'ils veulent les faire, mais parce qu'ils croient que c'est ce que le groupe attend d'eux. Je m'imagine en tant que président comitard ou présidente comitard que c'est ça qu'on attend de moi, d'être dur, d'être humiliant, d'être dégradant. Donc on émet des comportements, soit parce que la pression est réelle, soit parce qu'elle est simplement dans ma tête. Je m'imagine que c'est ça que je dois faire. Un deuxième élément, pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas par rapport à ces comportements qui sont dégradants? Vous avez un phénomène qui s'intitule l'ignorance plurielle. Alors, l'ignorance plurielle, c'est un phénomène qui explique la non-réaction des observateurs quand quelque chose de dramatique peut survenir. Et cette non-réaction, elle est simplement expliquée par les cognitions qui se mettent en place dans la tête des gens. Simplement, ils réfléchissent, ils observent quelque chose qui leur paraît problématique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent autour d'eux et ils constatent que les autres ne réagissent pas. Et donc, comme on est dans une situation d'incertitude, on est souvent dans des situations d'incertitude, on ne sait pas finalement est-ce que ce comportement est problématique ou est-ce qu'il n'est pas problématique. Je suis dans une situation d'incertitude, je regarde les autres pour essayer de savoir si le comportement est vraiment problématique ou pas. Les autres ne réagissant pas, j'en viens à conclure que le comportement n'est pas problématique et je laisse le comportement se produire. Le problème, c'est que tout le monde fait la même chose au même moment. Et donc, en fait, si on est 10 à se regarder et voir que les autres ne réagissent pas, en fait, on est 10 à ne pas réagir, alors qu'en fait, tous les 10, en même temps, on pense que probablement le comportement est problématique. Donc ça, c'est le phénomène d'ignorance plurielle, qui est typiquement ce qui se passe notamment dans les auditoires. Quand je ne comprends pas, je suis dans l'incertitude, je ne comprends pas ce qui se passe, ce que le prof explique, mais personne ne réagit. Je ne vais pas réagir parce que c'est que probablement tout est très clair pour tout le monde, alors en fait que c'est clair pour personne. Donc il y a ces différents mécanismes qui se mettent en place, plus la question de la réduction de la dissonance. On essaye de se dire que finalement c'est pas aussi grave que ça, parce que justement on y participe, et donc plus on va y participer, plus on aura ce mécanisme de réduction de dissonance qui va se mettre en place. J'ai également demandé à Stéphanie Demoulin si d'après elle ce serait une bonne solution de mettre un terme aux activités de baptême étudiant. Moi, je ne suis pas d'avis qu'il faille supprimer le baptême, parce que pour certaines personnes qui ont peut-être des difficultés d'approcher les autres, c'est une façon d'approcher les autres assez rapide, qui leur permet de s'intégrer rapidement au sein de la communauté universitaire ou d'une partie de celle-ci. Mais on peut modifier ce qu'on fait dans le baptême. C'est aussi simple que ça. Il suffit de supprimer les comportements dégradants, humiliants, et de les remplacer par des vrais jeux, parce que c'est vrai que ces comportements dégradants, humiliants, on les présente comme des jeux. Il y a différents types de jeux, il suffit de changer le type de jeu auquel on fait participer les gens, c'est aussi simple que ça. Les chants, même les chants, vous prenez les chants, il y a toute cette tradition de on va chanter ensemble pendant le baptême, etc.
tous ces chants, si vous regardez un tout petit peu les paroles, ils sont sexistes, on peut faire des activités de chant sans nécessairement promouvoir des chansons qui sont sexistes ou qui sont racistes ou qui sont, que sais-je. Donc maintenant, mais sous une autre forme. Je pense que c'est l'avenir. Pendant toute la durée du baptême et les semaines intenses de guindaille qui ont suivi, je n'ai pas trop parlé avec Gabriel. J'avoue que je n'ai pas vraiment eu le temps de penser à lui en fait. Mais maintenant que le calme est plus ou moins revenu, je me retrouve à avoir envie de le voir. Je me décide à lui envoyer un message. Après quelques jours, je lui propose d'aller boire un verre. Il accepte. Le jour J, notre conversation se passe super bien et je suis vraiment trop heureuse. Le courant entre nous est toujours le même. Les verres s'enchaînent et on parle jusque tard dans la nuit. Au moment de se quitter, je prends mon courage à deux mains et je l'embrasse. C'est le feu d'artifice dans mon ventre. Mais au bout de quelques secondes, Gabriel repousse mes baisers brusquement. Il me dit au revoir, puis il me laisse là, en plan. Je comprends rien. Je suis totalement perdue. Plus tard, ce soir-là, allongée dans mon lit, alors que j'essaye de me repasser le cours de la soirée dans ma tête, je reçois un message. Et là, je comprends tout. Gabriel m'annonce qu'il est en couple depuis 2 mois. Je me sens vraiment super mal. Autant pour sa meuf que pour moi. Je sais pas comment l'expliquer, mais ce type, en fait, je l'adore. Même si on s'est pas parlé depuis des semaines, quand on se voit, c'est la folie. J'ai l'impression qu'il me comprend parfaitement, qu'on se connaît depuis des années. Son dernier message a mis un terme à nos échanges. Ça fait maintenant 1 mois depuis qu'on ne s'est plus parlé, 1 mois depuis notre dernier verre, 1 mois que je me torture l'esprit en pensant à lui, alors qu'il est avec une autre. Pour me changer les idées, je commence à m'investir un peu plus dans le cercle. Au début de l'année, j'ai pris le poste d'intendante pour gérer la cafette du cercle. Je passe plusieurs midis par semaine à préparer des sandwichs pour les étudiants. En plus de ça, je participe à plein d'activités et je sors de plus en plus. J'avoue que j'ai un peu peur pour mes études, surtout pour mes cours de stats. J'essaye d'aller étudier en bibliothèque quand je peux et de bien travailler sur mes cours les week-ends, quand je rentre chez mes parents. Mais je dois continuer aussi à passer du temps dans le cercle, parce que ce que je veux plus que tout, c'est passer ma calotte. La calotte, c'est juste un chapeau noir avec des pins dorés. Enfin, c'est à ça que ça ressemble pour les étudiants qui ne sont pas dans un cercle. Mais pour nous, c'est le symbole ultime de l'engagement d'un étudiant ou d'une étudiante dans son cercle. C'est l'aboutissement de son investissement et de son intégration dans le groupe. En plus, ce qui est génial avec la calotte, c'est que ça fonctionne comme une sorte de carte d'identité de l'étudiant. Chacun des pins qui sont accrochés dessus, on appelle ça des insignes, ils ont une signification. En lisant la calotte de quelqu'un, on peut en apprendre énormément sur sa personnalité et sur toutes ses années passées à Louvain-la-Neuve ou dans une autre ville universitaire. S'il y a une balance sur sa calotte, c'est que il ou elle a étudié le droit. S'il y a une étoile argentée, c'est que il ou elle a raté son année. Et s'il y a un poireau, ça je vous laisse aller chercher par vous-même. Pour faire partie de la grande famille des calotins, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui ont une calotte, il faut passer par plusieurs étapes. D'abord, il faut être investi dans son cercle. Ça c'est ok. Puis, il faut rédiger une lettre de motivation pour convaincre le comité qu'on mérite de porter une calotte. Après un petit examen oral, où le grand maître vérifie si on connaît bien l'histoire du cercle et de l'université, les chants de guindaille à apprendre et d'autres trucs à connaître par cœur, on peut enfin passer sa corona. La corona, c'est la cérémonie d'attribution de la calotte. Ça dure des heures. C'est éclairé à la bougie et tout le monde parle en latin. Jusqu'ici, oui, ça ressemble très fort à une secte. Mais quand on est là-dedans, au milieu de l'assemblée, on a l'impression qu'on joue sa vie entière. Je vous jure. Quand on veut passer sa calotte, c'est comme si on avait un cours en plus à apprendre, en plus de nos vrais cours d'université.
Et puis, pendant la Corona, il faut boire un nombre astronomique de bières. Mon frère Anthony, il me raconte que lui, il a dû en boire 42 pour avoir la sienne. Il m'entraîne aussi à lire des calottes. Il me présente à des amis à lui, des gens qui viennent de plein de cercles différents de Louvain-la-Neuve. C'est faux ce qu'on peut apprendre quand même d'une personne rien qu'en regardant les insignes accrochés à son chapeau. Quand je demande ce que la calotte représente pour eux, ils sont tous convaincus que c'est super important. Que les valeurs de folklore, de camaraderie, de tradition sont des choses primordiales dans la vie d'un étudiant. Petit à petit, je commence à croire en ça, moi aussi. Dans 2 semaines, ce sera ma Corona, et si tout se passe bien, je pourrai aussi porter, enfin, une calotte. Je commence à connaître tous les chants et toutes les formules latines à apprendre. Tout se passe bien dans mes préparatifs, ou presque. Le vice-président du cercle, que tout le monde appelle Suppo, c'est son surnom, il commence vraiment à me saouler. À chaque soirée, il est super lourd avec moi. Et depuis des semaines, il me fait comprendre que je lui plais à grands coups d'insinuation et de regards un peu trop insistants. Et le truc, c'est que, c'est pas réciproque. Alors là, pas du tout. Ce type, en fait, il me répugne. Il est bourré 24 heures sur 24 et il ne consacre sa vie à rien d'autre qu'au cercle. Ça fait 4 ans qu'il rate ses études parce qu'il ne fait que la fête et il ne se remet même pas en question, un seul instant. Des mecs qui forcent en soirée, j'en ai vu beaucoup à Louvain-la-Neuve. D'habitude, je prétends que je suis en couple et je les remballe rapidement. Mais Suppo, c'est un ami de mon frère et il sait très bien que je suis célib. Et surtout, c'est le genre de gars qui n'aime pas qu'on lui dise non. Comme il est haut placé dans le cercle, il pense que tout lui est dû. Il n'arrête pas de me le répéter. Tu sais, moi, je suis pas n'importe qui dans la guindaille. Je le déteste. Pendant une soirée, une semaine avant mon passage de calotte, Suppo me prend à part. Je suis un peu bourrée et j'arrive pas trop à le repousser. Il me met la main aux fesses. Je n'arrive pas à bouger. J'hésite à crier. Mon frère est dehors. Il ne peut pas me voir. Autour de moi, dans la soirée, personne ne réagit. Il me plaque contre le mur de la salle et il essaye de m'embrasser. Je suis pétrifiée, mais je prends mon courage à 2 mains. Je lui crache au visage. Il fait un pas en arrière. Je pense bien qu'il a compris. Mais je n'oublierai jamais son rire et ce qu'il m'a dit après ça. Tu sais, c'est moi qui décide si tu l'auras ou pas, ta calotte. Alors t'as plutôt intérêt à m'embrasser maintenant. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fait toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fait toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai.